Le document a reçu mercredi les quitus de la représentation nationale. Le programme du gouvernement Judith Souminois rencontre les 6 piliers du programme quinquennal du président de la République. Il est évalué à plus de 92 milliards de dollars américains pour 5 ans. La situation sécuritaire, les infrastructures, l'amélioration du vécu quotidien de la population sont là les quelques priorités. Mais il faudra savoir que tout ou presque est prioritaire en République démocratique du Congo. Que faire pour que ce programme ne soit pas juste un chapelet de bonnes intentions face aux problèmes que rencontre la population? Le programme du gouvernement présenté à l'Assemblée nationale mardi 11 juin 2024 reprend des activités à mener au cours des 5 prochaines années. Approuvé par les députés nationaux, Judith Souminois a franchi un pas après son entrée dans l'histoire comme la première femme chef du gouvernement en RDC. Estimé à 277,66 milliards de francs congolais, soit 92,9 milliards de dollars américains, le coût de ce programme sera couvert par des ressources internes du pouvoir central, des provinces et des appuis budgétaires qui seront issus des coopérations multilatérales entre la RDC et ses partenaires. Selon la patronne de l'exécutif national, son action vise d'abord l'intérêt du peuple congolais, avec à la base l'homme qui doit être considéré à la fois comme ressource principale, moteur de développement et destinataire du fruit du progrès. Pour y parvenir, Judith Souminois propose plus d'emplois, la protection du pouvoir d'achat, la sécurité de l'ensemble du territoire national, de personnes et de leurs biens, et l'aménagement du territoire en vue de la connectivité maximale. Il y a également garantir l'accès aux services sociaux de base, le renforcement de l'efficacité des services publics et la gestion durable et responsable de la biodiversité congolaise face aux enjeux climatiques. Ces 6 piliers stratégiques, contenus dans le programme de l'équipe Souminois, traduisent les engagements de campagne de Félix Tshisekedi envers les Congolais, dont le gouvernement souminois s'engage à matérialiser. De cette vision qui place le citoyen congolais au centre de toute l'action politique et gouvernementale de ce second mandat se traduit par les 4 principes directeurs qui guideront l'action du gouvernement, à savoir, en premier lieu, la réhabilitation du citoyen congolais dans la plénitude de sa dignité et du sentiment de fierté nationale. En second lieu, la promotion du dialogue comme instrument clé pour la consolidation de la cohésion nationale et de la participation citoyenne. En troisième lieu, la réussite de la transition de la République démocratique du Congo vers une société à haute intensité technologique. Et enfin, quatrièmement, l'allocation des ressources publiques avec efficacité et équité. Dans la structuration de ce programme, Judith Souminois est bien consciente de la place qu'occupe la sécurité. Avec l'agression rwandaise qui endeuille l'Est de la RDC, la Première ministre connaît bien ce défi majeur qu'il faut étendre à la sécurité, devenue importante dans de nombreuses villes du pays. Il est donc de notre devoir, en tant que nation souveraine et solidaire, de protéger notre peuple et de répondre à cette tragédie avec compassion, détermination et fermeté. Nous ne pouvons rester les bras croisés face à la souffrance de nos concitoyens. Nous devons agir rapidement et efficacement pour fournir une assistance humanitaire d'urgence, garantir la sécurité des personnes déplacées et travailler sans relâche pour mettre fin à cette agression étrangère et rétablir la paix et la stabilité dans notre pays. En ces moments sombres, l'unité et la solidarité de notre nation seront notre force et notre espoir pour surmonter cette épreuve avec dignité et résilience. L'opinion considère que relever ces défis exigerait de la compétence et de la probité morale de l'ensemble des animateurs des institutions publiques. Une responsabilité et leçon bien assimilée aussi sur les membres du gouvernement souminois. Il n'y a pas de développement sans acteurs compétents. Au-delà de la compétence, il y a de l'expertise, mais qu'au-delà de l'expertise, il y a la probité. Parce que, en fait, la crise morale
que le Congo a connu a fait que beaucoup d'acteurs sont tombés beaucoup plus bas et donc avec elle, elle voudrait aider avec tous les autres à relever les défis. Le gouvernement est par ailleurs attendu au tournant. Le contrôle, le suivi et l'évaluation de ce programme sont surveillés de près par l'opinion. Par devoir de recevabilité, les ministres en charge de portefeuille public sont appelés à la transparence pour garantir la traçabilité. Monsieur Jean-Marie Kassamba, je rappelle que vous êtes président de l'UNPC, Union nationale de la presse du Congo, section Kinshasa. Est-ce un programme à la taille des besoins de la République démocratique du Congo? Bon, a priori, on peut penser que c'est un programme ambitieux. 92 milliards de dollars pour 5 ans, c'est énorme, mais c'est peu pour la RDC. Mais c'est inapproprié aussi parce qu'on ne peut pas faire un budget pour un Premier ministre de 5 ans. Il faut faire pour 1 an. Elle n'est pas sûre qu'elle va faire 5 ans. Même si Matata Mpogno et les autres avaient fait un peu plus comme durée au gouvernement. Ce qui importe aujourd'hui, c'est que Madame la Première ministre doit être réaliste quant aux réalités, je dis bien aux réalités de la République démocratique du Congo. Soyez un peu plus clair, réaliste quant aux réalités. Oui, je l'explique. Allez-y. Réaliste, qu'est-ce que ça veut dire? Voici un pays qui est endetté. Nous sommes à 10 milliards de dette extérieure, la dette intérieure presque autant. Nous ne produisons pas en dehors de ces produits extractifs qui sont les mines, enfin les minéraux, qui bénéficient, on le parlera un peu plus tard, qu'aux étrangers en grande partie. Nous prenons un peu d'impôts, on n'est pas producteurs nous-mêmes. Ensuite, nous n'avons pas la culture de l'impôt conséquente. Et enfin, l'État congolais a une population à 80% pauvre. Ce qui veut dire que, quelle que soit l'ambition du budget édicté, si on ne passe pas par l'essentiel, ça veut dire identifier clairement les priorités, y accorder les ressources nécessaires et surtout trouver des personnes idônes pour le faire. Mais dans ce programme, il y a aussi un volet diversifier l'économie. Oui, mais ça c'est un peu vieux. Il y a très longtemps que même Mobutu parlait d'agriculture, priorité des priorités. Le président Tshisekedi a dit prendre la revanche du sol sur le sous-sol, etc. Tout ceci, ce sont des slogans. En réalité, nous sommes que ce pays qui exploite ou qui met à disposition nos minéraux pour les étrangers et nous prélevons au passage un peu d'impôts et c'est peu d'impôts qui essayent de répondre aux petits besoins que nous avons, aux grands besoins, mais avec des proportions minimales. Le plus important, ce que je voulais vous dire, c'est quoi? Autant elle a trouvé plus de 10 milliards des budgets disponibles, enfin prévus, parce qu'on était autour de 9 milliards qui a été mobilisé réellement, mais autant elle a trouvé beaucoup de dettes. Elle a trouvé des projets qui ont siphonné beaucoup d'argent. La plupart des grands projets que vous voyez, les réalisations en cours, ont pris beaucoup de cash, et ces cash a siphonné, a secoué notre monnaie nationale, qui fait que aujourd'hui, si elle veut, sur base de ce que nous gagnons, commencer à dépenser, on va avoir des difficultés. Et donc, le plus important, c'est d'abord identifier le vrai besoin et allouer les ressources nécessaires, c'est doter des équipes compétentes, et ces équipes vont pouvoir piloter ces budgets-là. Malgré sa bonne volonté, la gymnastique sera très dure. Parmi les priorités, j'ose croire qu'il y a la sécurité dans l'est du pays, principalement dans le nord-sud Kivu, dans la province de l'Ituri, voire même dans le Tanganyika. Mais que doit faire ce gouvernement que les précédents n'ont pas fait en matière de sécurité? Pour enfin mettre un terme à cette guerre. En matière de sécurité, la question n'est pas seulement militaire. C'est une question d'option. Vous prenez le Mali, vous prenez le Burkina Faso, vous prenez la Guinée et même le Niger, ils ont résolu le problème d'insécurité qui est souvent provoqué. À l'Est, ce n'est pas une guerre de conquête.
C'est une guerre de prédation, une guerre d'exploitation. Une guerre économique. Économique essentiellement. Et qui est derrière cette guerre? Ce sont les puissances qui exploitent les Rwandais comme étant un point de passage pour venir nous exploiter. Il faut avoir un discours franc avec eux. Le président Tshisekedi a tenté, durant son premier mandat, avec les Américains, avec l'Union européenne, avec même le Qatar, etc. Ces gens-là, ils passent toujours par les Rwandais. Pourquoi? Parce qu'en interne, chez nous, on a pris des mauvaises décisions très souvent. Et ils se sont dit, vaut mieux traiter avec les Rwandais que traiter avec la RCC. Le président doit lever l'option d'avoir de vrais diplomates, d'avoir de vrais lobbying, de discuter directement avec les grandes puissances et surtout de faire des choix des partenaires. La Russie est une solution directe à ces problèmes. Le Burkina en a terminé. Le Niger en a terminé. Il y avait des morts tous les jours au Niger, des morts tous les jours au Mali. C'est terminé. Mais les enjeux qui entourent la République démocratique du Congo n'est pas comparable aux enjeux du Burkina Faso. C'est une mauvaise analyse. Quels enjeux? Quelle peur? Vous avez peur de quoi? Parce que ce pays continue à avoir des morts, continue à avoir le sous-développement, continue à patauger avec les mêmes partenaires. Je vous informe que le Niger était une propriété quasi de la France, le Mali y compris. Les Burkina Faso, n'en parlons pas. Les gens disaient, si vous vous fâchez avec la France, tout de suite, les coups d'État, ou en même temps, vous n'allez pas avoir des subventions, par exemple, les concours budgétaires de ces pays. Donc il faut intégrer le BRICS. Il faut à la fois avoir un discours clair avec les Occidentaux. Il faut approcher directement, avec beaucoup de volonté et d'ambition, la Russie, la Chine, l'Afrique du Sud, le Brésil, je dis bien avec beaucoup d'ambition. On ne peut toujours pas intégrer, parce qu'il ne faut pas nous intégrer comme ça. Il faut montrer la bonne volonté. Le Brésil a mis à notre disposition beaucoup d'argent. Est-ce qu'on en profite? Non. La Russie est disponible pour nous équiper. Est-ce qu'on en profite? Non. Je peux même dire, même l'Iran, qui n'est pas un diable incarné comme on le présente partout. Oui, il faut savoir discuter avec les partenaires sur des bases réelles. Le président Tshisekedi n'a pas profité de tout cela parce que tout le monde nous a tendu la main. La plupart des gens qu'il a envoyés, les diplomates, etc., enfin les envoyés spéciaux, n'ont pas eu des contacts permanents. Nous avons un bon ambassadeur en ce moment en Russie, Ivan Vangou, qui est formidable. Il faut savoir l'exploiter. Il faut l'exploiter. L'épuné problème de l'emploi des jeunes. La Première ministre a annoncé que durant 5 ans, elle pourra créer plus de 1 500 000 emplois. Écoutez, réaliste? Moi, j'enseigne l'entrepreneuriat à l'université et ça fait plus de 15 ans. La réponse à l'emploi, tout court, c'est l'économie. Il faut créer des entreprises. Des PME. Il faut créer ce qu'on appelle les doing business, les climats des affaires. Il faut en finir avec les politiques ou les politiciens prédateurs. Expliquez-moi pourquoi, au Congo, les politiciens sont riches, alors que ce sont des fonctionnaires, alors qu'ils sont des serviteurs de l'État. Expliquez-moi comment les individus déversent dans le secteur minier, les carrés miniers, les sociétés. C'est quand on va en finir avec cette culture-là qu'on pourra créer des entreprises. Explique-moi comment le peu d'entreprises qu'on a créées dans notre pays souffrent de ce qu'on appelle la pression fiscale. Expliquez-moi pourquoi l'économie, notre économie, est aujourd'hui dollarisée à 100%. Ce sont des choses réelles. La volonté de dire on veut créer des entreprises ou plutôt des emplois pour les jeunes, ça c'est un vœu. Oui. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On a créé le FOGEC. Quel moyen on met à la disposition du FOGEC? Nous avons aujourd'hui... Le fonds spécial pour la promotion de l'emploi des jeunes aussi. Oui, d'accord. Mais combien de jours on met pour créer une entreprise? Quel est le montant réel qu'on met à la disposition des jeunes pour créer des entreprises? Quelles sont les mesures d'accompagnement pour créer des entreprises? Une fois que quelqu'un crée une entreprise, quelles sont les facilités qu'on lui donne? Moi, je suis chef d'entreprise. Si vous voyez les nombres des services de l'État qui viennent chaque jour nous faire la pression pour qu'on paye les impôts qu'on n'a pas. Dans d'autres pays, sous d'autres cieux, ça ne se passe pas comme ça. Donc il ne faut pas seulement dire nous voulons créer des emplois, il faut créer un climat. Nous sommes adhérents à l'OADA.
est-ce qu'on pratique ce qu'on appelle la législation Wada? Le climat des affaires chez nous, est-ce qu'il est comparable à celui qui est au Congo-Brazzaville, au Gabon, en Côte d'Ivoire? Non. Je pense que la Première ministre, qui est une bonne technicienne, technocrate, doit intégrer dans son mode de fonctionnement le réalisme. Et je reviens sur ce que j'avais dit, il faut qu'elle soit réaliste face aux réalités de la RDC. Je vous reviens juste après ce deuxième dossier.